Mes beaux-parents ont fait dormir ma fille de 4 ans dehors, dans une tente, pendant que les autres petits-enfants dormaient à l'intérieur, car il n'y avait pas assez de place. Il faisait 6 degrés Celsius cette nuit-là. Elle s'est réveillée en frissonnant de manière incontrôlable, les lèvres bleues. Ma belle-mère m'avait envoyé un texto, elle va bien. L'air frais est bon pour elle. Mon beau-père avait ajouté, arrête de la couver autant. Quand je suis arrivée, elle était en hypothermie et pouvait à peine bouger. Ma belle-sœur a ri. Elle a survécu, n'est-ce pas? Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont dit qu'1 heure de plus aurait été fatale. Je ne les ai pas confrontés à l'hôpital. J'ai simplement montré aux médecins tous les messages textes où ils admettaient l'avoir laissée dehors intentionnellement par des températures glaciales. Le rapport du médecin a conduit les services de la protection de l'enfance à retirer à mes beaux-parents le droit de voir tous leurs petits-enfants. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin, et je l'ai cherché à tâtons dans l'obscurité. Mon mari, Alex, dormait toujours à côté de moi. Le numéro de ma belle-mère, Patricia, brillait sur l'écran. Emma te réclame, dit-elle avant même que je puisse dire bonjour. Son ton avait cette pointe d'agacement familière, comme si je l'interrompais dans quelque chose d'important. Elle n'arrête pas de pleurer. Mon cœur s'est serré. Emma, âgée de 4 ans, passait son premier week-end chez ses grands-parents avec ses cousines. Patricia avait insisté pendant des semaines, disant qu'Emma devait créer des liens avec les autres petits-enfants. Alex m'avait convaincu que tout irait bien, que ses parents avaient élevé 3 enfants et savaient ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-elle malade? Elle fait du cinéma, soupira lourdement Patricia au téléphone. Elle dit qu'elle a froid. Je lui ai dit de se rendormir. Froid. La météo avait prévu des températures descendant en dessous de 5 degrés Celsius cette nuit-là. J'avais mis le pyjama le plus chaud d'Emma dans son sac et même inclus une couverture supplémentaire au cas où. Puis je lui parlais. Il faut qu'elle apprenne qu'elle ne peut pas toujours avoir ce qu'elle veut. C'est exactement pour ça qu'on la voulait ici, pour l'endurcir un peu. Tu la couves trop à la maison. Ma mâchoire se crispa. Patricia, s'il te plaît, passe-moi juste Emma au téléphone. Très bien. J'ai entendu des bruissements, puis la voix étouffée de Patricia disant quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. D'autres bruissements, puis le silence. Patricia? Elle s'est rendormie. Tu vois, elle va bien. Arrête de t'inquiéter autant. L'appel s'est terminé avant que j'aie pu répondre. Je fixais mon téléphone, l'anxiété me tord l'estomac. Alex remua à côté de moi. Tout va bien? Sa voix était pâteuse de sommeil. Ta mère a appelé. Emma pleurait parce qu'elle avait froid. Maman sait ce qu'elle fait. Emma a probablement juste enlevé sa couverture. Il se retourna. Rendors-toi. Je ne pouvais pas. Quelque chose n'allait pas. Un instinct maternel qui me hurlait que ma fille avait besoin de moi. J'ai vérifié mon téléphone de manière obsessionnelle pendant l'heure suivante, priant pour qu'il sonne à nouveau. Finalement, à 3h30, j'ai complètement renoncé à dormir et je me suis habillée. Où vas-tu, marmonna Alex. Je vais chercher Emma. Quelque chose ne va pas, tu réagis de manière excessive. C'est le milieu de la nuit. Alors reste ici. J'y vais. Le trajet jusqu'à la maison de Patricia et Robert a duré 40 minutes. Ils vivaient dans une grande maison coloniale sur un terrain d'1 hectare. Assez de place pour que leurs 3 petites filles puissent courir partout. Le ciel était encore sombre quand je me suis garée dans leur allée circulaire, bien que les premières lueurs de l'aube commençaient à éclaircir l'horizon. J'ai sonné 3 fois avant que Robert ne réponde, le visage tordu d'irritation. Il portait une épaisse robe de chambre et des chaussons. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chercher Emma. Où est-elle? Elle dort, comme tu devrais le faire. Il ne bougea pas de l'embrasure de la porte. Patricia m'a appelé il y a des heures pour me dire qu'Emma pleurait. Je veux la voir. Elle va bien maintenant. Tu vas réveiller toute la maison. Je l'ai bousculée pour entrer dans le hall. La maison était chaude, presque trop chaude. Un thermostat sur le mur indiquait 22 degrés Celsius.
Où dort-elle? Les filles sont dans la chambre d'amis, à l'étage. J'ai monté les escaliers 2 par 2. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte, et je pouvais voir 2 petites formes sous des couettes roses assorties. L'autre fille de Patricia, Vanessa, avait 2 filles de 6 et 8 ans. Je les ai reconnues immédiatement dans la douce lueur d'une veilleuse. Emma n'était pas là. J'ai vérifié les autres chambres à l'étage. Chacune était vide, sauf la suite parentale où Patricia dormait vraisemblablement encore. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Où est ma fille? Ai-je exigé en redescendant les escaliers pour trouver Robert dans la cuisine en train de préparer du café. Dehors, dans la tente. Il n'y avait pas de place pour les 3 filles dans la chambre d'amis. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quoi? On a monté la tente de camping dans le jardin. C'est parfaitement sûr. J'ai couru vers la porte-fenêtre qui menait à la terrasse. La lumière de l'aube révélait une petite tente d'aume plantée près du bord de leur propriété, à peut-être 50 mètres de la maison. J'ai sprinté à travers l'herbe humide, mes chaussures se gorgeant d'eau immédiatement. La fermeture éclair de la tente était raidie par le froid. Mes mains tremblaient en l'ouvrant brusquement. Emma était recroquevillée en boule à l'intérieur d'un sac de couchage conçu pour le camping d'été, pas pour des températures proches du gel. Ses lèvres avaient une teinte bleutée. Elle frissonnait si violemment que tout son corps était secoué de convulsions à chaque tremblement, mais ses yeux étaient fermés. Mon bébé, Emma, réveille-toi. J'ai touché son visage. Sa peau était comme de la glace. Ses yeux se sont ouverts en papillonnant, le regard flou et vitreux. Maman. Le mot est sorti comme un murmure à peine audible. Je suis là. Je te sors de là. J'ai essayé de la soulever, mais ses membres étaient raides et ne répondaient pas. Les frissons étaient si intenses qu'elle pouvait à peine bouger seule. La panique m'a envahi alors que je la portais à moitié, la traînant à moitié hors de la tente et vers la maison. Robert se tenait sur la terrasse, observant. Patricia l'avait rejoint, les bras croisés sur sa poitrine. Mais à quoi pensiez-vous? Leur ai-je hurlé en montant péniblement les marches de la terrasse avec Emma dans mes bras. Il fait 6 degrés Celsius dehors. L'air frais est bon pour les enfants, dit Patricia calmement. Tu la gardes enfermée à l'intérieur tout le temps. Elle a besoin de développer sa résilience. Elle est en hypothermie. Ne sois pas si mélodramatique. Elle va bien. Patricia se tourna pour rentrer à l'intérieur. Les frissons d'Emma s'intensifièrent. Ses dents claquaient si fort que j'avais peur qu'elle ne se les casse. Je l'ai portée jusqu'à ma voiture et j'ai mis le chauffage au maximum, l'enveloppant dans la couverture de survie que je gardais dans le coffre. Reste avec moi, ma chérie. On va à l'hôpital. Mon téléphone a vibré alors que je quittais l'allée. Un texto de Patricia, elle va bien. L'air frais est bon pour elle. Un autre texto est apparu quelques secondes plus tard. Celui-ci de Robert, arrête de la couver autant. J'ai fait des captures d'écran des 2 messages, les mains tremblantes de rage et de peur. Puis j'ai conduit plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Le médecin des urgences a jeté un coup d'œil à Emma et a immédiatement demandé un protocole de réchauffement. Ils l'ont entouré de couvertures chauffantes, lui ont posé une perfusion et ont branché des moniteurs pour suivre ses signes vitaux. Sa température corporelle centrale était de 33,3 degrés Celsius. La normale est de 37 degrés Celsius. Depuis combien de temps a-t-elle été exposée au froid? Le médecin, une femme d'une 50aine d'années nommée Dr Martinez, me regarda avec des yeux sérieux. Je ne sais pas exactement, au moins plusieurs heures, peut-être jusqu'à 6 heures par 6 degrés Celsius avec une protection inadéquate. L'expression du docteur Martinez se durcit. C'est de la négligence grave. 1 heure de plus et nous aurions fait face à une défaillance d'organes, voire à la mort. Ces mots ont fait fléchir mes genoux. Je me suis assise lourdement sur la chaise en plastique à côté du lit d'Emma. Elle frissonnait encore malgré les couvertures chauffantes, toujours incapable de parler clairement. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé, dit doucement le docteur Martinez. J'ai tout expliqué. L'appel à 2 heures du matin.
Le refus de mes beaux-parents de me laisser parler à Emma, le fait de la trouver seule dans la tente pendant que ses cousines dormaient au chaud dans la maison. Le docteur Martinez prenait des notes, sa mâchoire se crispant à chaque détail. Avez-vous une preuve de leur admission qu'ils ont fait cela délibérément? Je lui ai montré les messages textes. Elle les a lus 2 fois, puis m'a regardé avec une sorte de fureur dans les yeux. La loi m'oblige à signaler cela au service de la protection de l'enfance. C'est au minimum une mise en danger d'enfant. Possiblement une tentative d'homicide involontaire étant donné la nature délibérée et les circonstances potentiellement mortelles. Faites tout ce que vous avez à faire. Je veux juste que ma fille soit en sécurité. Le docteur Martinez a hoché la tête et a quitté la pièce. Les frissons d'Emma commençaient enfin à ralentir alors que sa température corporelle remontait vers la normale. Elle m'a regardé avec des yeux effrayés. J'avais si froid, maman. Je n'arrêtais pas de demander à mamie si je pouvais rentrer. Elle disait que je devais être courageuse comme mes cousines. Une nouvelle vague de colère m'a envahie. Tes cousines étaient à l'intérieur tout le temps, mon bébé. Elles étaient au chaud et en sécurité dans des lits. Mais mamie a dit qu'il n'y avait pas assez de place. Elle t'a menti. Emma s'est mise à pleurer et je l'ai tenue aussi délicatement que possible autour de tout l'équipement médical. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages d'Alex exigeant de savoir où j'étais. Un appel de Patricia que j'ai ignoré. Un texto de Vanessa, la sœur d'Alex, maman a dit que tu avais paniqué pour rien. Typique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Toute mon attention était concentrée sur Emma pendant que l'équipe médicale s'efforçait de stabiliser sa température et de vérifier d'éventuels dommages durables. Les heures ont passé. Les frissons ont finalement cessé complètement vers 9h du matin. Sa couleur est revenue à la normale. Le docteur Martinez est revenu pour l'examiner en détail. Elle a de la chance, a dit le médecin. Aucun dommage permanent que nous puissions détecter, mais elle doit rester en observation pendant au moins 24 heures. L'hypothermie peut avoir des effets retardés. Tout ce dont elle a besoin. Alex est arrivé vers 10h, l'air confus et en colère. Il m'a entraîné dans le couloir devant la chambre d'Emma. Qu'est-ce qui se passe? Maman a appelé en pleurant, disant que tu les accuses d'avoir essayé de tuer Emma. Ils l'ont laissée dehors dans une tente par 6 degrés Celsius. Elle a failli mourir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Maman a dit qu'il y a eu une confusion avec les arrangements pour dormir. C'est tout. Emma était dans un sac de couchage adéquat. Un sac de couchage d'été, Alex. Regarde les textos que ta mère m'a envoyés. Je lui ai tendu mon téléphone. Il les a lus, son expression passant de la défense à l'incertitude. D'accord, ça n'a pas l'air bon, mais je suis sûre qu'il ne voulait pas quoi? Mettre en danger la vie de notre fille? Le médecin a dit qu'1 heure de plus et Emma aurait pu subir une défaillance d'organes. Le visage d'Alex est devenu pâle. Il a regardé par la fenêtre Emma, qui dormait maintenant, enfin au chaud et en sécurité. Je vais leur parler. Les services de la protection de l'enfance sont déjà impliqués. Le docteur Martinez a déposé un rapport obligatoire. Tu as fait signaler mes parents aux services sociaux? Sa voix monta. As-tu la moindre idée de ce que ça va leur faire? As-tu la moindre idée de ce qu'ils ont fait à ta fille? Nous nous sommes regardés fixement et j'ai vu le moment précis où il a choisi ses parents au détriment d'Emma. Sa mâchoire s'est crispée de cette manière têtue que je connaissais trop bien. Ils ont fait une erreur. Tu exagères complètement la situation. C'est aussi ma fille, Alex. Alors agis en conséquence. Tant que tu ne pourras pas faire de sa sécurité une priorité, je ne veux pas de toi ici. Il est parti et je suis retournée au chevet d'Emma. Elle s'est réveillée 1 heure plus tard, demandant de l'eau et des crackers. Petite victoire. L'enquêtrice des services de la protection de l'enfance est arrivée cet après-midi-là, une femme à l'air fatiguée nommée Carol Stevens, qui avait probablement vu toutes sortes de maltraitances infantiles imaginables. Elle m'a d'abord interrogée, prenant des notes détaillées et copiant tous les messages textes de Patricia et Robert. Puis elle a parlé avec Emma, lui posant des questions douces sur sa nuit chez ses grands-parents.
As-tu demandé à rentrer quand tu avais froid? Emma a hoché la tête. Plein de fois. Mamie n'arrêtait pas de dire que je devais rester dans la tente. Elle disait que je faisais le bébé. Le stylo de Carole se déplaçait régulièrement sur son bloc-notes. Tes cousines étaient-elles dans la tente avec toi? Non, elles étaient à l'intérieur, dans la maison chaude. Je pouvais voir la lumière allumée à leurs fenêtres. Après l'entretien, Carole m'a prise à part. Je vais effectuer une visite à domicile chez vos beaux-parents demain. D'après ce que j'ai vu ici et le rapport du docteur Martinez, je recommanderais probablement des visites supervisées uniquement pour tous les petits-enfants dont ils ont la charge. Peut-être même aucun contact en attendant une enquête complète. Tous les petits-enfants, pas seulement Emma. S'ils sont prêts à mettre en danger un enfant aussi gravement, je dois supposer que tous les enfants sont en danger sous leur garde. Les filles de votre belle-sœur étaient aussi dans cette maison. Elles auraient très bien pu être celles dans cette tente. Je n'avais pas pensé à cet angle. Vanessa avait toujours été la préférée de Patricia, son enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Ses filles, Lily et Grace, étaient également favorisées, comblées de cadeaux et d'attentions qu'Emma ne recevait jamais. Patricia les aurait-elle traitées de la même manière? Probablement pas. Cela rendait les choses encore pires. Emma est sortie de l'hôpital le lendemain soir avec des instructions strictes pour surveiller tout symptôme retardé. Nous sommes rentrés dans une maison vide. Alex était chez ses parents, les soutenant dans leur épreuve. Il m'avait envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le pardon que j'ai supprimé sans le finir. 3 jours plus tard, Carole m'a appelé pour me donner des nouvelles. J'ai terminé mon enquête. Vos beaux-parents ont été inscrits sur le registre des services de la protection de l'enfance pour mise en danger d'enfants. Il leur est interdit d'avoir des contacts non supervisés avec des mineurs, y compris leurs petits-enfants, pour une durée minimale de 2 ans en attendant une révision. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que toute visite doit être supervisée par un membre non familial approuvé par les services sociaux. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas garder d'enfants, organiser de soirées pyjama, ou avoir de temps privé avec des enfants. Cela signifie également que cela apparaîtra sur les vérifications d'antécédents. S'ils travaillent avec des enfants à quelque titre que ce soit, cet emploi est probablement terminé. Robert était entraîneur de football pour jeunes. Patricia était bénévole à la bibliothèque de l'école primaire. J'ai ressenti une satisfaction sinistre en sachant que ces postes étaient terminés. Et les enfants de ma belle-sœur? J'ai rencontré Vanessa hier pour l'informer des restrictions. Elle est tenue de s'y conformer, sous peine de voir ses propres enfants placés sous la surveillance des services sociaux. Je ne pouvais qu'imaginer comment cette conversation s'était déroulée. Je l'ai découvert le lendemain lorsque Vanessa s'est présentée à ma porte, le visage rouge de fureur. Espèce de sorcière vengeresse. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? J'ai sauvé la vie de ma fille. Tes parents l'ont presque tuée. Ils ont fait une erreur. Emma allait bien. Emma était en hypothermie. Elle était à 1 heure de la défaillance d'organes. Lis le rapport médical. J'avais fait des copies en prévision de cette confrontation. Je lui en ai tendu une. Les mains de Vanessa tremblaient en le lisant. J'ai observé son visage passer par plusieurs émotions, l'incrédulité, le choc, et finalement quelque chose qui aurait pu être de l'horreur. Ce n'est pas possible. Maman a dit qu'Emma avait juste eu un peu froid. Ta mère a menti. Elle ment à tout le monde. Lis la partie où le médecin explique que laisser un enfant de 4 ans dans un sac de couchage d'été par 6 degrés Celsius pendant 6 heures constitue une mise en danger grave d'enfant. Vanessa a continué à lire. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi, des yeux qui n'étaient plus en colère, juste vides. Ils ont fait ça exprès. Les textos le prouvent. Oui. Lily et Grace étaient dans cette maison. Ça aurait pu être. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Carole des services sociaux a pensé la même chose. C'est pourquoi la restriction s'applique à tous les petits-enfants, pas seulement à Emma. Vanessa s'est assise sur les marches de mon Porsche sans y être invitée, tenant toujours le rapport médical. Je ne peux plus les laisser voir mes filles sans surveillance maintenant.
Même si les restrictions des services sociaux sont levées un jour, je ne leur ferai plus jamais confiance. Moi non plus. Alex pense que tu détruis la famille pour un accident. Alex est libre d'avoir son opinion. Il est également libre de continuer à rester chez ses parents s'il le pense si fort. Tu divorcerais vraiment de lui pour ça? Je divorcerais de lui pour avoir choisi ses parents au détriment de la sécurité d'Emma. Sans hésiter. Vanessa est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Les retombées ont été immédiates et sévères. Patricia et Robert ont perdu leur poste d'entraîneur et de bénévole en une semaine. Les vérifications d'antécédents les ont signalés comme étant sur le registre des services de la protection de l'enfance, et les deux organisations avaient des politiques de tolérance zéro pour toute personne signalée pour mise en danger d'enfant. Robert a essayé de contester, affirmant qu'il était victime de discrimination, mais les avocats de la Ligue de football ont rapidement mis fin à cela. Aucune organisation ne veut la responsabilité d'employer quelqu'un qui a failli tuer son propre petit enfant. Leur cercle social a implosé ensuite. Les autres parents de la Ligue ont appris pourquoi Robert avait été renvoyé. Les amis de Patricia à la bibliothèque ont découvert son statut sur le registre. L'histoire s'est répandue dans leur communauté comme une traînée de poudre, déformée et exagérée à chaque répétition, mais la vérité fondamentale est restée la même. Ils avaient laissé un enfant de 4 ans dehors par des températures proches du gel et l'avaient presque tué. Alex a demandé le divorce 2 mois plus tard, invoquant des différends irréconciliables. Il voulait la garde partagée. Je voulais la garde exclusive avec un droit de visite supervisé. Le juge aux affaires familiales a lu le rapport du docteur Martinez, a examiné les conclusions des services sociaux, et a noté qu'Alex avait choisi de rester avec ses parents immédiatement après l'incident plutôt que de protéger sa fille. Mon avocate, une femme vive d'esprit nommée Catherine Mills, m'avait conseillé de tout documenter. Chaque message texte qu'Alex envoyait pour défendre ses parents. Chaque message vocal de Patricia affirmant qu'elle avait été mal comprise. Chaque interaction où Robert insistait sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. La trace écrite brossait un tableau dévastateur d'une famille plus soucieuse de sa réputation que de l'expérience de quasi-mort d'un enfant. Catherine a également demandé les relevés météorologiques de cette nuit-là. La documentation officielle montrait que la température était tombée à 5 degrés Celsius à son point le plus bas, avec un refroidissement éolien la faisant ressentir plus proche de 2 degrés Celsius. Elle a fait venir un témoin expert, un spécialiste en médecine d'urgence pédiatrique, qui a témoigné sur les dangers spécifiques de l'exposition au froid pour les jeunes enfants. Leur plus petite masse corporelle signifiait qu'ils perdaient de la chaleur beaucoup plus vite que les adultes. Leur incapacité à réguler leur température les rendait particulièrement vulnérables. L'expert a expliqué en détail clinique ce qui se serait passé si j'étais arrivé ne serait-ce que 30 minutes plus tard. La température centrale d'Emma aurait continué de chuter. Son rythme cardiaque serait devenu irrégulier. Sa respiration aurait ralenti dangereusement. Finalement, ses organes auraient commencé à s'arrêter un par un. Patricia et Robert étaient assis dans la galerie de la salle d'audience pendant ce témoignage. J'ai vu le visage de Patricia blanchir tandis que l'expert décrivait la progression vers la mort. Robert fixait ses mains, incapable ou refusant de lever les yeux. Alex était assis de leur côté de la salle d'audience. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur où se situaient ses loyautés. L'accusation a évoqué le poste de bénévole de Patricia à la bibliothèque de l'école primaire. Comment elle avait été en contact avec des enfants pendant des années, avait reçu une formation sur les protocoles de sécurité des enfants, mais avait pourtant pensé que laisser un enfant de 4 ans dehors par des températures proches du gel était acceptable. La contradiction était accablante. L'historique d'entraîneur de Robert a également été abordé. Toutes ces années à enseigner le football aux enfants, à prêcher l'esprit d'équipe et la sécurité, à s'assurer que les enfants restaient hydratés et protégés des éléments. Pourtant, sa propre petite fille avait été assez négligeable pour être laissée dans un froid dangereux. Catherine a également révélé quelque chose que j'ignorais. Patricia avait envoyé un texto à Vanessa cette même nuit vers 1h du matin. Le message disait « Emma est difficile concernant les arrangements pour dormir, mais elle s'adaptera. Parfois,
Les enfants doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas toujours avoir ce qu'ils veulent. Vanessa avait répondu, est-ce que tout va bien? Quels arrangements pour dormir? Patricia n'a jamais répondu à ce texto. Vanessa avait supposé que tout allait bien et s'était rendormie. Lorsque Catherine lui a montré cet échange lors de sa déposition, Vanessa s'est mise à pleurer. Elle était réveillée pendant qu'Emma souffrait dans cette tente. Elle aurait pu intervenir si Patricia avait été honnête. Cette trahison a profondément blessé Vanessa. Sa propre mère lui avait menti alors qu'Emma était en danger. Emma a pu raconter au juge en privé ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle était alors capable d'articuler clairement à quel point elle avait eu froid, à quel point elle avait eu peur, comment elle avait supplié pour rentrer à l'intérieur et s'était vue refuser. Le juge m'a accordé la garde physique exclusive, Alex recevant un droit de visite supervisé un week-end sur 2. L'ordonnance précisait qu'il était interdit à Patricia et Robert d'être présents pendant les périodes de visite. Alex devrait trouver un lieu neutre et un superviseur approuvé par le tribunal s'il voulait voir sa fille. Il a fait appel, a perdu, a fait appel à nouveau, a perdu à nouveau. Chaque comparution au tribunal lui a coûté des milliers de dollars en frais juridiques et a abouti au même résultat. Droit de visite supervisé uniquement. Aucun contact en présence de ses parents. Vanessa a cessé de parler à Patricia et Robert. Elle avait montré le rapport médical à son mari, James, et ils avaient pris ensemble la décision que Lily et Grace n'auraient aucun contact avec leurs grands-parents, même après la levée des restrictions des services sociaux. James serait apparemment allé chez Robert et aurait eu ce que Vanessa a décrit comme une conversation très bruyante sur ce qui se serait passé si l'une de ses filles avait été dans cette tente. La famille s'est essentiellement divisée en 2. La sœur de Patricia a pris mon parti après que je lui ai montré les textos et les dossiers médicaux. 2 des cousins d'Alex m'ont contacté discrètement pour me dire qu'ils soutenaient ma décision et ne participeraient à aucune réunion de famille où Patricia et Robert seraient présents. Le dîner annuel de Thanksgiving de la famille a été annulé indéfiniment. Patricia a tenté de me contacter plusieurs fois. Des lettres principalement, puisque j'avais bloqué son numéro. Chacune suivait le même schéma, des excuses à demi-mot suivies de justifications de plus en plus désespérées. Nous ne savions pas qu'il ferait si froid. Nous pensions que le sac de couchage était conçu pour des températures plus froides. Emma exagère toujours quand elle est mal à l'aise. Les lettres sont devenues plus délirantes avec le temps. Patricia a commencé à prétendre que j'avais monté Emma contre elle. Elle a insisté sur le fait que les dossiers médicaux avaient été falsifiés ou exagérés. Elle écrivait à quel point elle avait aimé être grand-mère, comment je lui volais cette joie de sa vie. Une lettre est arrivée avec des fleurs pressées à l'intérieur, une tentative bizarre de sentimentalité qui ne faisait que renforcer à quel point elle était déconnectée de la réalité. J'ai montré chaque lettre à la thérapeute d'Emma, le docteur Sarah Chen, spécialisée dans les traumatismes infantiles. Le docteur Chen a noté l'absence totale de véritable prise de responsabilité. Patricia n'a jamais écrit une seule fois « Je suis désolée d'avoir mis en danger la vie de ta fille ». Elle n'a jamais reconnu que ses décisions avaient failli tuer un enfant. Au lieu de cela, chaque lettre se concentrait sur la propre souffrance de Patricia, sa propre perte, sa propre réputation endommagée. C'est un mécanisme de défense narcissique, a expliqué le docteur Chen lors d'une de nos séances de consultation parentale. Elle s'est redéfinie comme la victime. Dans son esprit, elle est persécutée pour une simple erreur plutôt que de faire face aux conséquences d'une mise en danger délibérée d'enfant. Les lettres révélaient également les tentatives de Patricia de manipuler d'autres membres de la famille. Elle envoyait des lettres similaires aux cousins d'Alex, à sa sœur, à quiconque pourrait prendre son parti. La plupart d'entre eux ont vu clair dans son jeu, surtout après que j'ai partagé les vrais dossiers médicaux et messages textes. Quelques parents éloignés ont cru sa version des faits, mais ils n'avaient de toute façon jamais été proches d'Emma. Leurs opinions n'avaient pas d'importance. Une lettre particulièrement dérangeante est arrivée environ 8 mois après l'incident. Patricia avait apparemment fait des recherches sur les cas d'hypothermie. Elle citait plusieurs articles de presse sur des enfants qui avaient survécu à un froid extrême, essayant de prouver qu'Emma n'avait pas été en réel danger. Elle avait surligné des passages sur des enfants tombés à travers la glace et ayant survécu, sur des enfants perdus dans des tempêtes de neige qui avaient été retrouvés vivants.
Les comparaisons étaient absurdes et offensantes. Ces enfants n'avaient pas été délibérément mis en danger par des personnes censées les protéger. C'étaient des accidents et des catastrophes naturelles, pas des décisions calculées de laisser un enfant de 4 ans dehors parce qu'il n'y avait pas assez de place dans une maison de 5 chambres. J'ai conservé chaque lettre pour le dossier thérapeutique d'Emma. Sa psychologue pour enfants a déclaré qu'elle démontrait un manque total de responsabilité et de remords. Robert a adopté une approche différente. Il a engagé un avocat et a tenté de me poursuivre en justice pour le droit des grands-parents. Son avocat a soutenu que j'éloignais Emma de ses grands-parents paternels sans juste cause. L'affaire a été rejetée presque immédiatement. Le juge a à peine levé les yeux du rapport des services sociaux avant de rejeter la requête. Vous avez failli tuer cet enfant par négligence et exposition délibérée à des conditions dangereuses, a dit le juge. Vous n'avez aucun droit ici. Affaire classée. Les factures d'avocat de Robert pour ce procès raté lui ont apparemment coûté plus de 15 000 $. Alex a laissé échapper cette information lors d'une de ses visites supervisées avec Emma. Il en était amer. Il estimait que j'aurais dû avertir ses parents de ne pas gaspiller leur argent dans une affaire vouée à l'échec. Je n'ai ressenti que de la satisfaction. Emma s'est épanouie sans eux dans sa vie. Son anxiété a considérablement diminué une fois qu'elle a compris qu'elle n'aurait plus jamais à aller chez eux. Ses cauchemars où elle avait froid et était seule ont cessé après environ 6 mois de thérapie. Elle s'est fait des amis à l'école, a rejoint un cours de danse, a recommencé à sourire. Patricia a envoyé une carte d'anniversaire pour les 6 ans d'Emma. Je l'ai interceptée. Plus de contact direct autorisé. La carte contenait un billet de 20 $ et un mot. Mamie t'aime et tu lui manques. J'espère que ta mère te laissera m'appeler un jour. J'ai jeté la carte et déposé les 20 $ sur le compte d'épargne études d'Emma. La 2e année des restrictions des services sociaux est passée. Patricia et Robert pouvaient demander une révision et potentiellement faire modifier leur désignation sur le registre, mais cela nécessitait de suivre des cours de parentalité et de démontrer des remords et un changement de comportement. Ils ont refusé de suivre les cours, insistant sur le fait qu'ils n'avaient rien fait de mal. Le signalement sur le registre est resté, et resterait indéfiniment à ce rythme. Vanessa a eu un 3e bébé, un fils nommé Thomas. Patricia l'a appris par quelqu'un d'autre dans la famille, car Vanessa ne lui avait pas parlé de la grossesse. La douleur et la trahison que Patricia a ressentie en étant exclue étaient apparemment immenses. Elle avait laissé plusieurs messages vocaux sur le téléphone de Vanessa, lui demandant pourquoi elle n'était pas autorisée à rencontrer son nouveau petit-fils. La réponse de Vanessa, dont je n'ai entendu parler que par des intermédiaires, était simple: tu as failli tuer ma nièce. Tu ne seras jamais seule avec aucun de mes enfants. Les visites supervisées d'Alex avec Emma sont devenues de plus en plus sporadiques. Le superviseur désigné par le tribunal coûtait 150 $ par séance. Alex devait réserver et payer un lieu neutre. Emma était souvent réticente à y aller, me demandant pourquoi papa avait choisi mamie et papy plutôt qu'elle. Je n'ai jamais eu de bonne réponse à cette question. Pour le 7e anniversaire d'Emma, les visites d'Alex étaient tombées à 1 fois par mois, voire moins. Il avait commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une femme nommée Taylor qui ne connaissait pas son histoire familiale. Je me demandais s'il lui avait parlé d'Emma, de ce qui s'était passé, de la raison pour laquelle il n'avait droit qu'à des visites supervisées avec sa propre fille. Probablement pas. Cela exigerait d'admettre ce que ses parents avaient fait et son propre échec à protéger Emma par la suite. Le dernier coup de grâce est venu lorsque Robert a tenté de faire du bénévolat dans une autre organisation de jeunesse, pensant qu'assez de temps s'était écoulé pour que personne ne s'en souvienne ou ne s'en soucie. La vérification d'antécédents l'a immédiatement signalé. Lorsqu'il a essayé d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu, que sa belle-fille avait réagi de manière excessive, le directeur de l'organisation a demandé à voir le rapport des services sociaux. Robert le lui a fourni, pensant étrangement que cela l'aiderait. Le directeur l'a lu et a dit à Robert de partir et de ne jamais revenir. Apparemment, le directeur avait lui-même une petite fille de 4 ans. L'idée que quelqu'un puisse délibérément laisser un enfant si jeune dehors dans un froid dangereux était impardonnable à ses yeux. Robert a été placé sur une liste interne de personnes à ne pas accepter,
partagé entre les organisations de jeunesse de tout le comté. Patricia a fait une dernière tentative de réconciliation quand Emma a eu 8 ans. Elle s'est présentée au récital de danse d'Emma sans y être invitée. La sécurité l'a fait sortir avant qu'elle ne puisse approcher Emma dans les coulisses. Elle pleurait, suppliant de juste voir sa petite fille quelques minutes. Je me tenais près de la porte de la scène quand j'ai entendu l'agitation. Patricia avait réussi à passer le hall d'entrée, prétendant être la grand-mère d'Emma venue assister au spectacle. La politique de l'école de danse exigeait que tous les participants aient des billets, ce que Patricia n'avait pas car je ne l'avais délibérément pas informée du récital. Elle l'avait appris par quelqu'un d'autre, probablement l'un de ses parents éloignés qui croyait encore à son récit de victime. Les images de surveillance de ce jour-là, que l'école de danse a fournies pour appuyer ma demande d'ordonnance de protection, montraient Patricia devenant de plus en plus agitée lorsque le personnel tentait de l'escorter dehors. Elle avait haussé le ton, insistant sur le fait qu'elle avait le droit de voir sa petite fille. D'autres parents avaient éloigné leurs enfants de la scène, leurs instincts protecteurs se déclenchant à la vue d'une femme instable provoquant une perturbation. Emma était dans les loges en train de se préparer pour sa performance quand c'est arrivé. Dieu merci, elle n'en a pas été témoin directement, mais d'autres filles de sa classe de danse l'ont vue, et la nouvelle s'est répandue rapidement. Emma est rentrée à la maison en me demandant pourquoi mamie Patricia avait essayé de s'incruster à son récital. Parce qu'elle ne respecte pas les limites, lui ai-je dit honnêtement. Parce qu'elle pense que ses désirs sont plus importants que ta sécurité et ton confort. Emma a intégré cela avec une sagesse pragmatique que les enfants affichent parfois. Elle est toujours en colère d'avoir eu des ennuis. Oui, elle l'est. Bien. Elle devrait avoir des ennuis pour toujours pour ce qu'elle a fait. L'école de danse l'a bannie de la propriété. J'ai demandé une ordonnance de protection le lendemain. Le juge l'a accordée sans hésitation, citant les conclusions des services sociaux et le refus continu de Patricia de respecter les limites. Il était désormais légalement interdit à Patricia de s'approcher à moins de 150 mètres d'Emma ou de tout lieu où Emma était connue pour se trouver régulièrement. Cela a finalement semblé briser quelque chose en elle. Alex m'a dit lors de sa visite supervisée suivante que sa mère ne sortait plus beaucoup de la maison. Elle avait pris beaucoup de poids, avait cessé de prendre soin d'elle, passait la plupart de son temps à regarder la télévision. Robert était devenu amer et renfermé, me reprochant d'avoir ruiné leur réputation et détruit leur relation avec leurs petits-enfants. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Emma m'a demandé une fois si elle reverrait un jour ses grands-parents. Elle avait 9 ans à l'époque, assez grande pour comprendre davantage ce qui s'était passé. Le veux-tu, ai-je demandé prudemment. Elle y a réfléchi longuement. Je ne crois pas. Je me souviens d'avoir eu si froid et si peur. Je me souviens avoir demandé à mamie de me laisser rentrer et qu'elle a dit non. C'est ce dont je me souviens le plus. Alors tu n'as pas à les voir. Jamais, si tu ne le veux pas, et papa? Il est triste que je ne veuille pas beaucoup lui rendre visite. Papa a fait des choix après cette nuit-là. Il a choisi de croire ses parents plutôt que de te protéger. Ce sont des problèmes d'adultes que tu n'as pas la responsabilité de régler. Emma a hoché la tête, semblant comprendre plus de choses qu'une enfant de 9 ans ne le devrait. L'ordonnance de protection a été renouvelée 2 fois. Patricia ne s'est jamais présentée aux audiences, n'a jamais tenté de la contester. Elle avait abandonné, acceptant apparemment qu'elle avait perdu l'accès à Emma de manière permanente. J'ai entendu par des ragots de famille que le mariage de Patricia et Robert était au bord de l'implosion. Des reproches et du ressentiment constant. Robert buvait plus. Patricia quittait à peine sa chambre. Leur maison, autrefois méticuleusement entretenue, tombait en décrépitude. La tante d'Alex, Linda, la sœur de Patricia qui avait pris mon parti très tôt, me tenait occasionnellement au courant de leur déclin. Non par méchanceté, mais parce qu'elle pensait que je devais savoir ce qui se passait. Linda avait essayé de faire suivre une thérapie à Patricia, avait proposé de payer pour une thérapie de couple, avait fait tout ce qu'elle pouvait pour aider sa sœur à prendre ses responsabilités et à aller de l'avant. Patricia a tout refusé. Elle ne pouvait pas accepter qu'elle avait failli tuer sa petite fille. Accepter cette vérité signifierait accepter qu'elle était fondamentalement une personne différente de celle qu'elle avait cru être.
Elle avait passé des années à être la grand-mère parfaite, la bénévole bien-aimée, la femme que tout le monde dans sa communauté respectait. Cette identité ne pouvait pas coexister avec le fait d'avoir failli tuer un enfant de 4 ans par négligence délibérée. Alors, Patricia s'est réfugiée davantage dans le déni et la victimisation. Elle a cessé de répondre aux appels de ses amis. Elle a cessé d'aller à l'église où les gens savaient ce qui s'était passé. Elle a pris du poids rapidement, la nourriture devenant son principal mécanisme d'adaptation. Linda a dit que Patricia commandait de la nourriture à livrer plusieurs fois par jour, quittant à peine le canapé où elle campait en regardant des émissions de télévision abrutissantes. Robert a géré sa honte différemment. Il avait toujours été un buveur social, une bière ou deux avec des amis après l'entraînement. C'est passé à un pack de 6 chaque soir, puis à une bouteille de whisky qui devait être remplacée tous les quelques jours. Il avait perdu tous ses postes d'entraîneur, tout son travail bénévole, et avec eux, toute sa structure sociale. Son identité était liée au fait d'être l'entraîneur Robert, le gars qui encadrait les jeunes athlètes et leur enseignait l'esprit sportif. Maintenant, il était Robert, le responsable de la mise en danger d'enfants, l'homme qui avait failli tuer sa propre petite-fille et n'avait montré aucun remords. Linda a dit qu'elle avait visité leur maison une fois, environ 1 an après l'incident. La pelouse n'avait pas été tondue depuis des mois. Le courrier s'accumulait près de la porte, une grande partie non ouverte. À l'intérieur, la vaisselle s'empilait dans l'évier. Le linge couvrait les meubles, et tout l'endroit sentait le renfermer et le négliger. Patricia portait la même robe de chambre que Linda lui avait vue une semaine plus tôt. Robert était évanoui dans son fauteuil à 15 heures, une bouteille vide sur la table d'appoint. « Ils se détruisent », m'avait dit Linda. « Et je ne peux plus regarder ça. J'ai tout essayé. » J'ai ressenti une pointe de quelque chose à ce moment-là. Pas tout à fait de la sympathie, mais peut-être la reconnaissance de la façon dont il s'était complètement effondré. Puis je me suis souvenu des lèvres bleues et des frissons violents d'Emma, et toute douceur a disparu. Ils s'étaient infligé cela à eux-mêmes. Chaque conséquence était méritée. Vanessa a vendu sa maison et a déménagé à 3 heures de là, invoquant la mutation professionnelle de James. Tout le monde connaissait la vraie raison. Elle voulait de la distance avec Patricia et Robert. Elle voulait rendre physiquement impossible pour eux de se présenter à l'improviste pour voir leurs petits-enfants. Les visites d'Alex se sont réduites à néant au moment où Emma a eu 10 ans. Il envoyait les paiements de pension alimentaire comme l'exigeait l'ordonnance du tribunal, mais a cessé de demander des visites. Taylor l'avait quitté après avoir découvert la vérité sur Emma et son statut de visite supervisée. Apparemment, avoir un partenaire qui avait abandonné sa fille dans le besoin n'était pas attirant. Emma ne semblait pas beaucoup lui manquer. Elle avait des amis, des activités, une mère qui faisait de sa sécurité une priorité. C'était suffisant. Patricia est décédée quand Emma avait 11 ans. Une crise cardiaque, soudaine et massive. Robert l'a trouvée dans le salon où elle avait passé la plupart de ses dernières années. Les funérailles ont été modestes. Alex était là, l'air vide et perdu. Vanessa y a assisté mais est partie immédiatement après la cérémonie sans parler à personne. Je n'y suis pas allée. Emma m'a demandé si elle devait y aller, et je lui ai dit que c'était entièrement son choix. Je ne veux pas, a-t-elle dit. Je ne me souviens pas vraiment d'elle, sauf pour cette nuit-là. Alors nous resterons à la maison. Nous avons passé cette journée au parc à la place. Emma riant et jouant sur les balançoires. Elle méritait une enfance pleine de souvenirs chaleureux et sûrs. C'est ce que je lui ai donné. Robert a tenu encore 2 ans avant de mourir de ce que les médecins ont appelé des complications liées à l'alcoolisme, mais que tout le monde savait être en réalité un homme brisé qui avait abandonné. Alex a hérité de la maison. Il l'a vendue immédiatement, incapable de supporter les souvenirs. Au moment où Emma a eu 13 ans, toute cette épreuve s'était estompée dans l'histoire familiale. Une mise en garde sur le choix de la sécurité de son enfant avant la loyauté familiale. Sur le fait de tenir bon même quand tout le monde vous dit que vous réagissez de manière excessive. Je n'ai jamais regretté mes choix. Emma est devenue une adolescente confiante et heureuse qui savait sans l'ombre d'un doute que sa mère la protégerait toujours.
Cela valait chaque pont brûlé, chaque relation perdue, chaque réunion de famille dont j'étais exclue. Parfois, les gens me demandaient si je me sentais coupable de la fin de Patricia et Robert. Si je pensais que mes actions avaient contribué à leur déclin et à leur mort éventuelle. Je leur montrais le rapport médical. Celui qui disait qu'1 heure de plus aurait été fatale. Celui qui détaillait exactement à quel point Emma était passée près de la mort par hypothermie pendant que ses grands-parents insistaient sur le fait qu'elle allait bien. Puis je leur montrais les textos. Ceux où Patricia disait que l'air frais était bon pour elle. Où Robert me disait d'arrêter de la couver autant. Personne ne m'a jamais reposé la question après ça. Emma n'a plus jamais passé une nuit froide nulle part. J'y ai veillé. Même maintenant, alors qu'elle approche du lycée, je vérifie obsessionnellement la météo quand elle dort ailleurs qu'à la maison. Je garde des couvertures de survie dans chaque voiture. Je lui ai appris les signes de l'hypothermie et lui ai dit de ne jamais laisser quiconque lui dire qu'elle réagit de manière excessive si elle ne se sent pas en sécurité. La tente est restée dans le garage de Patricia et Robert jusqu'à la vente de la succession. J'ai entendu dire que quelqu'un l'avait achetée pour $5. J'espère qu'ils l'ont utilisée uniquement lors des chaudes nuits d'été. Rien de bon n'était jamais sorti de cette tente. Alex s'est finalement remarié avec une femme sans enfant. Ils ont déménagé dans un autre état. Ses droits de visite ont expiré quand Emma a eu 14 ans et a choisi de ne pas renouveler le contact. Il a envoyé une carte pour son 15e anniversaire. Elle l'a jetée sans l'ouvrir. Je n'ai pas besoin d'un père qui ne m'a pas protégée quand j'en avais le plus besoin, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas la contredire. Vanessa et moi sommes restés en bons termes. Nous ne serions jamais proches, mais nous avions toutes les deux fait le même choix quand cela comptait, la sécurité de nos enfants avant la loyauté familiale. Cela a créé une certaine compréhension entre nous. Ses filles, Lily et Grace, ont grandi sans jamais connaître leurs grands-parents maternels au-delà de quelques histoires soigneusement éditées. Vanessa leur a dit la vérité quand elles ont été assez grandes pour comprendre. Elles l'ont remercié de les avoir gardées en sécurité. C'est à cela que tout se résumait à la fin. La sécurité, la protection, l'instinct d'une mère que quelque chose n'allait vraiment pas, et le courage d'agir en conséquence. Même quand tout le monde disait que je réagissais de manière excessive. J'ai sauvé la vie d'Emma ce matin-là. Le médecin l'a confirmé. 1 heure de plus dans cette tente, et nous vivrions une histoire complètement différente. Au lieu de cela, Emma s'est épanouie. Elle est devenue forte et confiante. Elle a appris que sa sécurité comptait plus que de maintenir la paix. Elle a appris que se défendre n'était pas être difficile, c'était être intelligente. Ce sont des leçons que j'espérais qu'elle garderait pour toujours. L'ordonnance de protection a expiré quand Emma a eu 18 ans. Patricia était déjà partie à ce moment-là. Robert aussi. La protection légale est devenue inutile, mais Emma n'en a de toute façon jamais eu besoin. Elle n'avait aucun désir de visiter leur tombe ou de chercher une conclusion avec des gens qui lui avaient montré qui ils étaient vraiment cette nuit glaciale. Je ne suis plus en colère, m'a-t-elle dit le jour de ses 18 ans. Je ne ressens juste rien. Ce sont des étrangers qui m'ont fait du mal une fois. C'est tout ce qu'ils sont. Cela me semblait sain. Mieux que de porter de la rage ou de la douleur. Elle avait tout traité en thérapie, traversé le traumatisme et en était sortie entière. Je ne pouvais pas demander plus. Parfois, tard dans la nuit, quand Emma dormait et que la maison était silencieuse, je repense à ce matin-là, conduisant dans l'obscurité jusqu'à la maison de Patricia et Robert, trouvant Emma dans cette tente avec des lèvres bleues et des frissons violents. La façon dont mon cœur s'était arrêté quand j'ai touché sa peau glacée. Puis je pense aux mots du docteur Martinez, 1 heure de plus aurait été fatale. Chaque pont que j'ai brûlé en valait la peine. Chaque relation que j'ai sacrifiée en valait la peine. Tous les membres de la famille qui m'ont traité de vengeresse ou d'impitoyable, ils avaient tous tort. Et Emma était en vie pour le prouver. C'est la seule chose qui compte à la fin. Emma était en sécurité. Emma était en vie. Emma s'épanouissait. Tout le reste n'était que du bruit.